Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Révolution. Révolution, deuxième partie, égalité, livre 1 de cette série de romans graphiques ou de bandes dessinées autour de la Révolution française dont j'ai déjà parlé auparavant et qui explore de nouvelles étapes de cet événement historique extrêmement riche, extrêmement foisonnant, extrêmement marquant qu'est la Révolution française, où Florent Groisel et Youn Locard nous plongent directement dans le vif de ce qu'il se passait, surtout à Paris, au moment où tout basculait. Il y a pour commencer un résumé de la première partie. Rien ne destinait Abel de Kervélégan à prendre le parti de la Révolution et à s'engager comme lieutenant dans la garde nationale au cœur du faubourg Saint-Marcel, l'un des plus pauvres de la capitale. Quand il arrive de sa Bretagne natale, c'est pour fuir une improbable romance et rejoindre son frère Augustin, fringant député du tiers-État à l'Assemblée constituante. Le bouleversement politique qui fait vibrer Paris et la France entière le laisse de marbre. Jusqu'à ce que sa route croise celle de Louise, une jeune domestique que les événements viennent de priver d'emploi. Fasciné par cette apparition qui incarne soudain, et bien malgré elle, la Révolution, il décide de se mettre au service de ce peuple qui se soulève pour exiger ses droits. Sous ses ordres passe un certain Virgile de Saint-Roch, mystérieux dandy poursuivi par la vengeance des frères de Savournin, Nicolas, Timothée et Jacques-Louis, ces trois rejetons d'aristocrates qui vouent leur vie à l'escrime et à leur roi, pour le débusquer et le punir d'avoir séduit leur sœur Françoise sous une fausse identité, s'adjoignent les services de Jérôme Légret, libelliste ultra-conservateur, à qui n'échappe aucun secret du Paris interlope. Quand les frères de Savournin passent à l'action et affrontent finalement Saint-Roch devant Louise et ses amis, Jacques-Louis finit mutilé et leur complice Légret précipité dans la Seine par Abel. Au fond des caniveaux, des souterrains, dans les marges, survit Marie parmi tant d'enfants des rues livrées à eux-mêmes dans le tumulte de l'été 1789. Seul Desnos, boucher du marquis de Launay, gouverneur de la Bastille, accepte finalement de lui tendre la main. Voilà ce qui s'est passé dans l'album précédent. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. D'ailleurs, en lisant ce résumé, je me rends compte que je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris l'intrigue en lisant ce qui se passait auparavant et d'avoir bien déterminé qui étaient les différents personnages. Mais il n'empêche que cette lecture-là et la lecture de cette suite m'a enchanté par la peinture très vive de cette révolution. Et quand je dis peinture, il s'agit vraiment d'un apport essentiel du dessin ici, que l'on ne trouvera pas dans une histoire de la Révolution ou dans un roman de la Révolution purement écrit. Alors vous avez au début de chaque chapitre un dessin qui incarne le moment historique. Le citoyen palois, entrepreneur au faubourg Saint-Antoine, fit réaliser de nombreuses maquettes de la ci-devant Bastille, taillées dans les pierres mêmes de la forteresse dont il avait pris en charge la démolition. Et vous avez aussi des extraits de la correspondance privée de Madame Gormand du Cabanel, écrit dans une très belle écriture ici. Alors, je ne sais pas si c'est l'écriture même de cette Madame Gormand du Cabanel, mais qui nous permet de nous raccrocher à des moments historiques. On est en 1791, surtout dans cette partie-là de l'histoire. On est à Paris le 28 février 1791. Malgré tous les échos qui nous en étaient parvenus, rien ne m'avait préparé à reconnaître Paris dans ses atours révolutionnaires. On cherche en vain l'immense Bastille dont pas une pierre ne reste debout. Sur les ruines de l'ordre ancien, les autorités poursuivent, à marche forcée, l'édification d'une cité nouvelle, toute de pierres blanches immaculées,
qui n'est pour le moment qu'un immense chantier bourbeux. Et donc, elle nous met dans le contexte cette Madame Gourmand du Cabanel, dont je ne sais pas grand-chose, qui visiblement est favorable à la Révolution et qui en décrit les différentes phases. Et puis, on entre dans le Paris de ce 28 février 1791. On entre par la nuit. Et puis, on entre dans les palais où ceux qui sont pour que le roi reste et retrouve sa place, le roi est encore vivant ici, eh bien, vont manigancer ou vont essayer d'influencer les choses. Et là, tout d'un coup, on a de nouvelles scènes de palais, puis d'autres passages, des scènes de rue qui sont montrées de manière extrêmement belle, parfois sur des pages entières, comme on peut le voir ici, avec les destructions, avec l'état de ce Paris de la Révolution. Et on suit aussi les discours de l'Assemblée, avec les paroles. Est-ce qu'elles sont celles dites vraiment? Les références ne sont pas forcément données, mais en tout cas, ça y ressemble. Il est fort possible que les auteurs soient allés chercher les vrais discours de ce qui était, je crois, mais là, historiquement, j'avoue quelques lacunes, l'Assemblée constituante à ce moment-là, ou en tout cas l'Assemblée nationale, ou l'Assemblée qui, en tout cas, débattait encore. Aujourd'hui, il faut faire entendre au peuple, par tous les moyens, ces vérités simples, que la souveraineté de la nation réside exclusivement dans l'Assemblée de ses représentants. Partout ailleurs, il ne peut y avoir que des sujets qui doivent lui obéir, qu'un groupe d'intérêts particuliers n'est rien face à la loi, ni les enragés qui vocifèrent dans les clubs, ni les factieux qui murmurent dans les salons, ni encore les ouvriers qui, sous prétexte de défendre leur corporation d'un autre âge, forgent de nouvelles chaînes pour nos concitoyens, ni surtout ceux qu'on a armés pour faire respecter l'ordre public et qui sont trop souvent ceux-là même qui le défient. Partout où la loi ne règne pas sans partage et n'est pas religieusement observée, il n'y a point, il ne peut y avoir de liberté publique. Ça, c'était Barnave, qui est applaudi par certains, mais ce discours-là n'a pas plu à tout le monde. C'est un discours qui passe un peu pour réactionnaire, déjà, au moment de cette révolution. Et donc, il va y avoir, notamment dans le peuple, des révoltes. Et le peuple est incarné notamment par cette domestique Louise qui participe à la Révolution, qui essaye d'y comprendre quelque chose, parce qu'elle est proche de ce Kervélégan qui lui-même y participe de manière plus directe, et on a ce lien qui se fait entre les différentes classes sociales qui étaient sans doute beaucoup plus séparées, au moins en apparence, avant la Révolution française. C'est sans doute le gros changement, c'est-à-dire que des gens qui n'auraient aucune chance auparavant de prendre un certain pouvoir, eh bien, se retrouvent à des places qu'ils n'auraient jamais rêvé de toucher, d'approcher. Et donc, on voit des discussions entre, ici, Louise et puis un abbé révolutionnaire. Là aussi, on retrouve ces contradictions, des gens qui ont des parcours tout à fait étranges. Et puis, on suit nos personnages aussi dans des moments plus légers. Voici Kervélégan qui se retrouve à un bal costumé. Il a un peu tendance à abuser des plaisirs de la vie, ce Kervélégan. Et vous remarquez aussi dans le dessin le rouge, puis le bleu, l'intérieur du bal, puis la nuit, la sortie. Et des scènes de rue aussi qui sont assez terribles, avec la petite Marie qui
n'a qu'un œil et qui se déguise en garçon et qui est maltraité d'un peu partout. Et bref, on suit ces personnages, on suit cette histoire-là, l'avancée de cette révolution, la vie des différentes classes sociales, là, changeons complètement d'atmosphère, avec une noble dame qui est peut-être, en tout cas qui ressemble à celle dont on a les lettres au départ. Il y a aussi la question, cette dame vient des colonies, avec la question de l'abolition de l'esclavage, ou de la révolte de ce qu'on appelait les libres de couleur à l'époque. Et puis c'est vraiment foisonnant, ça part dans tous les sens. La rencontre aussi, assez étrange ici, de ces deux enfants. On retrouve Marie qui est déguisée en garçon, enfant des rues qui participe plus ou moins à l'effervescence de la Révolution, et puis le dauphin, le fils du roi, déguisé en fille pour fuir la fuite de Varennes, c'est à ce moment-là. Et donc, cette inversion des rôles, inversion des genres aussi, est tout à fait passionnante. Et donc, on parcourt dans ce volume-là, au fond, une période brève de cette histoire de la Révolution, le moment où, notamment, la question fondamentale qui se pose, c'est: faut-il continuer à maintenir le roi Louis XVI à la tête du pays ou pas, alors qu'il a tenté de s'enfuir? Il y a évidemment les ultra-réactionnaires qui sont pour un retour à l'ordre. Il y a ce personnage de Jérôme Légret qu'on voit ici, qui a une tête assez terrible, il ressemble un peu à Éric Zemmour, et c'est peut-être voulu. Enfin, c'est en tout cas l'impression que j'ai eue. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait des rapprochements ou si c'est le dessinateur qui y a pensé, mais en tout cas, le côté assez glauque et assez antipathique du personnage m'a rapproché de lui, même si finalement il est manipulé par ces fameux frères de Savournin qui finalement vont le maltraiter également. Quand je dis le maltraiter, c'est clairement le battre. Et donc, on a aussi cette violence de cette période révolutionnaire. Donc, un livre d'histoire, au fond, un roman, une bande dessinée, parce que le dessin est essentiel, que ce livre Révolution, de Groiselle et Locard, évidemment, on sait qu'il y aura le livre 2 d'égalité, et puis le 3, qui n'est pas fraternité, mais qui est Ou la mort. Il n'existe pas encore, ces livres. Celui-ci est paru récemment, au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire en 2023. Et on sait la suite de l'histoire de la Révolution. En tout cas, on en connaît les grandes lignes. Mais on attend quand même avec impatience la suite de ce Révolution de Groiselle et